L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Gilles, bonjour. Les sujets ne manquent pas. Najat Vallaud-Belkacem, comme porte-parole du gouvernement et en même temps comme ministre des Droits de la Femme. Nous avons le G8, nous avons le lendemain de l'émission de François Hollande, la partielle donc à Villeneuve-sur-Lot. Et puis je vais commencer d'une manière un petit peu impertinente avec cette affaire Zaya, procès aujourd'hui. On a un peu l'impression que pour vous, ou pour beaucoup de gens, d'ailleurs qui ont été marqués par le féminisme, on se retrouve avec une sorte de féminisme inversé. C'est-à-dire que maintenant vous avez Karl Lagerfeld et Isabelle Adjani qui chantent ses louanges. On est quand même très très loin de Simone de Beauvoir. Mais que les choses soient claires, moi je ne veux pas lancer la pierre à Zaya. Dans l'absolu, je trouve que le fait qu'aujourd'hui elle se lance dans une entreprise comme celle qu'elle a lancée, dans laquelle d'ailleurs elle a souvent de bonnes idées, notamment celle qu'elle a eu récemment de recourir aux ouvrières de l'ex-Le Jabi, devenues les Atelières à Villeurbanne, qui est elle-même une très belle entreprise. Donc je trouve que cette aventure entrepreneuriale est extrêmement intéressante et qu'il faut la promouvoir auprès d'un certain nombre de jeunes filles qui se disent que l'entreprise... Donc pas de condamnation idéologique pour quelqu'un qui a pratiqué la prostitution. Finalement, elle a changé de vie. Je vous rappelle que Zaya, lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette affaire à laquelle vous faites allusion, était mineure. Donc ça n'est sûrement pas Zaya que je vais condamner pour s'être retrouvée dans une telle affaire. En revanche, ce que je dis, c'est qu'elle a été victime des faits. D'ailleurs, elle-même, lorsque vous l'interrogez aujourd'hui, elle vous dit qu'elle souhaite surtout tourner la page sur cette époque. Et ce que je dis, moi, c'est que la société devrait ne plus avoir les yeux brouillés par rapport à ce type de choses. La prostitution est une violence, en particulier lorsqu'elle s'exerce sur des mineurs, mais même sur des majeurs. Et donc, il faut faire en sorte de la faire reculer. Mais pour revenir à ce qu'elle est devenue aujourd'hui et à ce dans quoi elle s'est lancée, c'est l'aventure entrepreneuriale. Moi, je veux dire, aujourd'hui, c'est le salon Planète PME, vous savez, dans lequel on va retrouver un certain nombre à la fois de chefs d'entreprise et puis de gens qui espèrent peut-être l'être un jour. Je veux dire aux femmes en particulier que c'est une aventure formidable et que nous ferons tout dans les pouvoirs publics pour les soutenir dans cette démarche. On a trop peu de femmes qui s'engagent dans l'entreprise, à la création d'entreprises. Vous avez à peine 30% de femmes dans les créateurs d'entreprises. Quand vous prenez les entreprises innovantes, c'est moins de 10% de femmes. Et c'est un véritable manque à gagner à la fois pour elles et pour notre société. Donc nous avons décidé de développer, je l'annoncerai tout à l'heure, un certain nombre de mesures de soutien à la création d'entreprises spécifiquement pour les femmes, car les femmes rencontrent des problématiques particulières. Par exemple, en termes d'accès au crédit, donc nous lançons un fonds de garantie à l'initiative des femmes pour permettre de soutenir cette création d'entreprises. Par exemple, en faisant en sorte que des réseaux d'accompagnement se mettent en place de façon efficace autour de ces femmes pour résoudre des problèmes comme la garde d'enfants pendant le moment où on crée son entreprise, etc. Et surtout, nous sensibilisons de manière générale les jeunes filles en allant dans les collèges, dans les lycées, dans l'enseignement supérieur, à cette possibilité, cette opportunité professionnelle de créer une entreprise. Gilles Leclerc, la politique. Alors, au lendemain de la partielle de Villeneuve-sur-Lot, où la gauche a disparu dès le premier tour, on a un peu l'impression d'assister à un règlement de compte entre les socialistes et les écologistes et les Verts. Est-ce qu'il n'y a pas là une situation un peu de panique? 8 partiels perdus, 4 fois le PS disparaît au premier tour. Est-ce que c'est pas un peu facile de rejeter la responsabilité de la division? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? En dehors de l'aspect de l'affaire Cahuzac, évidemment. Bon, d'abord, il faut distinguer plusieurs choses. Les élections partielles ne sont jamais a priori favorables à un pouvoir en place. Ça, c'est une règle là, chaque parti là particulièrement, quand même. Cela étant, les 8 élections auxquelles vous faites allusion ne sont pas toutes à mettre sur un même plan. Objectivement, entre l'élection dans la grande circonscription en Israël et puis l'élection à Villeneuve, vous voyez bien que les enjeux sont quand même considérablement éloignés et que c'est pour des raisons différentes qu'on a les résultats du scrutin qu'on a. S'agissant de Villeneuve, moi je crois que clairement ce qui l'a emporté dans le choix des électeurs dimanche dernier, et on verra ce qu'ils nous diront dimanche prochain, c'est le mensonge de Jérôme Cahuzac. C'est le sentiment d'avoir été trompé par un homme et que cette tromperie éclabousse d'une certaine façon le camp de cet homme. C'est pour ça que le Parti socialiste, malheureusement, en fait les frais. Maintenant, il y a quand même une question à se poser sur Villeneuve, c'est que c'est pas non plus l'UMP qui a gagné là-bas jusqu'à preuve du contraire. Celui qui a engrangé beaucoup de points, c'est le Front National. Or, ce qui me semble particulièrement surprenant, c'est que si on se place dans une optique de morale,
politique. Si les électeurs ont voulu punir d'une certaine façon le camp de Jérôme Cahuzac d'avoir couvert en son sein un homme immoral, eh bien, il me semble que la réponse Front National n'est pas la mieux adaptée, car on se souvient tous de ces nombreux élus Front National qui ont été aux commandes de villes et qui se sont quasiment tous retrouvés devant la justice. Je remarque ce matin que vous ne reprenez pas l'argument du premier secrétaire du PS, Harlem Désir, qui désigne clairement la division à gauche et la dispersion à gauche au premier tour. Et qui attaque notamment les Verts. Un candidat du Front de gauche et surtout un candidat en effet vert. Je crois qu'à gauche, nous avons vraiment tout intérêt à nous rassembler et à nous poser les vraies questions. Oui, mais quand les Verts disent que finalement, on ne vous reconnaît pas après les élections, on a entendu Pascal Durand hier dire mais finalement c'est normal parce que, au fond, d'après lui, François Hollande n'applique pas vraiment le programme qu'il avait défini, qu'il y a une déception et que donc il ne faut pas s'étonner de cette division. Moi, je redis que dans un moment que je juge grave, l'élection à Villeneuve, pour moi, c'est pas anecdotique, même si, encore une fois, on comprend le résultat à la lumière de ce qui s'est passé avec un homme, précisément Jérôme Cahuzac. Malgré tout, vous avez un Front National qui est en train de s'ancrer visiblement dans un certain nombre de territoires pour des raisons diverses, qui ne sont pas les mêmes en fonction qu'on soit dans l'Oise ou qu'on soit à Villeneuve, et qui doit nous interroger. Et dans cette réflexion, la famille de gauche doit être unie, notamment pour se demander quelle est la meilleure façon aujourd'hui de le contrer, ce Front National. C'est vrai qu'en 2002, on disait déjà la même chose quand Lionel Jospin était... Mais non, parce que justement, je pense qu'on ne le contre pas comme on le contrait en 2002, en se contentant de dire d'une certaine façon haro sur un Front National aux idées nauséabondes, etc. Aujourd'hui, notre problème, c'est que le Front National n'exprime plus publiquement d'idées. Donc à quoi se rattachent ces électeurs qui viennent mettre un bulletin Front National dans l'urne? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Mais est-ce qu'on doit simplement avancer le nom de Cahuzac pour expliquer la défaite du Parti Socialiste? Parce que c'est ça que vous disent les Verts, ou que disait hier Pierre Laurent au nom du Parti communiste au fond. Ils disent c'est pas une politique de gauche, on est en train de virer à droite, donc les gens se reportent vers le Front National et c'est la responsabilité des socialistes. Il l'a dit clairement, il était à votre place hier. Je crois que c'est d'abord la responsabilité d'un homme. Enfin, vraiment, je veux dire, il faut pas non plus compliquer la situation plus qu'elle ne l'est déjà. Il y a un homme qui a trompé. Cet homme, aux législatives de 2012, avait failli passer au premier tour. Je parle de Jérôme Cahuzac. Donc 46, oui, je crois. Voilà, donc c'est vous dire quand même à quel point les électeurs de Villeneuve étaient plutôt partants pour voter à gauche. Qu'est-ce qui a changé entre il y a 1 an et demi et aujourd'hui? Ça n'est pas que la physionomie électorale a profondément changé à Villeneuve, c'est simplement qu'il y a eu un choc traumatique du fait du mensonge de Jérôme Cahuzac et qu'on le lui a fait payer et qu'on nous l'a fait payer d'une certaine façon. Donc, encore une fois, je ne veux pas m'en tenir uniquement à Cahuzac en disant c'est de sa faute et on tourne la page et on passe à autre chose, parce que moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire, je vous dis, c'est l'ancrage progressif du Front National. Et que face à cet ancrage progressif du Front National, on ne peut pas se contenter d'être dans la diabolisation, car les électeurs ne nous entendent plus. Pourquoi ils ne nous entendent plus? Parce que, de fait, à certains égards, ces derniers temps, ils n'ont pas entendu, venant du Front National, de propos nauséabonds. Donc ils ne comprennent pas lorsqu'on diabolise ce dernier. Et nous, je crois que l'enjeu désormais, ça doit être d'une certaine façon de faire dire au Front National quel est son programme véritable pour que puisse s'engager un vrai débat sur les idées, car aujourd'hui il n'y a pas de débat sur les idées. Mais en attendant le débat des idées avec le Front National, par exemple, une prestation du Président de la République comme à Capitale dimanche soir, est-ce que c'est de nature, je ne juge pas, est-ce que c'est de nature, je dirais, à apporter les bonnes réponses face peut-être, probablement à une déception un peu dans votre camp? Moi, je trouve que la prestation, enfin l'intervention du président de la République de dimanche soir était très bienvenue. Était très bienvenue pour une raison simple, c'est qu'il a fait preuve de pédagogie. Et les Français ont besoin de cela. Ils le réclament vraiment. Moi, le nombre de Français que je rencontre qui m'écrivent et qui nous font remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce gouvernement, mais qu'ils n'ont pas nécessairement une visibilité extraordinaire sur la cohérence de l'ensemble. Je vous assure que ça mérite qu'on y réponde en prenant le temps, surtout sur des sujets comme il l'a fait sur la question de l'immobilier, sur la question du crédit d'impôt compétitivité emploi, etc. Sur des sujets qui sont précieux pour les Français, qui concernent leur vie quotidienne. Et je crois que cet exercice était un peu inédit, c'est vrai, il a surpris les observateurs.
mais qu'au fond, il se renouvellera sans doute parce qu'il répond à un véritable besoin. Par ailleurs, c'était une façon pour François Hollande, là encore, de respecter ses engagements, puisqu'il avait pris l'engagement il y a 1 an auprès de cette chaîne de revenir, tout simplement. Sur les affaires de justice, est-ce que vous trouvez normal qu'on envisage le dessaisissement du juge Gentil? Et est-ce que fondamentalement, il était logique de maintenir Stéphane Richard à partir du moment où, quand on lit dans Le Monde qu'il est à la manœuvre justement pour organiser l'arbitrage, on ne voit pas très bien la position de l'État, c'est-à-dire qu'on le maintient à la tête d'une société, et de l'autre côté, l'État se porte partie civile, considérant qu'on a peut-être lésé ses intérêts. C'est le même homme, en fait. Alors, vous m'avez posé 2 questions. Sur le juge Gentil, je vais pas rentrer dans les considérations personnelles pour une raison simple, c'est que la procédure judiciaire est en cours, donc on va la laisser suivre son cours. Pour ce qui est de Stéphane Richard, j'entends votre interrogation. C'est vrai qu'on pouvait avoir des arguments pour, j'allais dire, réclamer son départ, et puis on pouvait avoir des arguments pour qu'il reste en place. Ce qui l'a emporté dans la décision du gouvernement, c'est simplement de vouloir préserver une entreprise qui n'est pas n'importe quelle entreprise, plus exactement préserver la stabilité d'une entreprise, parce que vous me diriez on pourrait la préserver avec d'autres, mais la stabilité d'une entreprise qui n'est pas n'importe quelle entreprise, qui a connu quand même un certain nombre de difficultés ces dernières années, auxquelles... Mais ça pourrait être momentané en fonction. Ça pourrait être momentané en fonction de l'évolution de l'enquête. Et donc c'est évidemment momentané en fonction de l'enquête. Oui, d'ailleurs le président de la République l'a précisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mise en examen ne conduit pas à empêcher Stéphane Richard d'exercer ses fonctions à la tête de l'entreprise. Si la procédure judiciaire évoluait de telle façon que ça allait plus loin à l'égard de M. Richard, eh bien, évidemment la question se reposerait à nouveau. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Mon cher Gilles, merci. On se retrouve évidemment demain. Dans un instant, donc, le rappel des titres, puis la revue de presse.